Bonjour, merci de nous être fidèles sur Monaco Info. Voici les grands titres du jour. Au sommaire, le quart de finale de la Coupe Davis France-États-Unis, alors que les premières rencontres se disputeront vendredi au Monte Carlo Country Club. État des forces en présence dans ce journal. Nous vous ferons découvrir la nouvelle exposition de la Villa Saubert dédiée à la princesse Grace. Reportage à suivre. Le Printemps des Arts 2012, le dernier week-end de festivités approche, un week-end prolongé puisqu'il débutera ce mercredi. Nous entendrons Marc Monet, le directeur artistique du Printemps des Arts. Et puis nous vous dévoilerons le programme des sorties cinéma de la semaine. Ce sera l'événement sportif de la fin de la semaine. Il y a actuellement du beau monde à l'entraînement au Monte Carlo Country Club. La France sera opposée aux États-Unis en quart de finale de la Coupe Davis à partir de vendredi. Les deux équipes ont enregistré des forfaits de dernière minute importants. Alors, quelles seront les forces en présence à partir de vendredi sur les cours du Monte Carlo Country Club? Réponse avec ce reportage de Jean-Christophe Dimino qui a assisté aux conférences de presse des deux équipes. La photo de famille compte deux absents de marque. Gaël Monfils, normal, il a été contraint de déclarer forfait sur blessure, mais surtout Gilles Simon, son remplaçant, bloqué à ce moment-là à Paris à cause des grèves dans les aéroports. Pas de panique pour autant, Simon arrivera quelques heures plus tard sur les cours du Monte Carlo Country Club. C'est donc sur lui et pas sur Richard Gasquet que s'est porté le choix du capitaine. Mes deux options, effectivement, pour remplacer Gaël, c'était soit Gilles, soit Richard. Je me suis entretenu avec chacun d'entre eux avant de prendre ma décision. Je me suis entretenu avec le docteur qui avait parlé avec chacun d'entre eux avant de prendre ma décision. Et à partir... d'abord, je voulais avoir un peu la température, savoir comment ils se sentaient, où on était physiquement. Et à partir du moment où j'ai senti, en l'espace de 45 secondes, si tu veux, que Richard avait mal au coude et qu'il ne pouvait pas servir et qu'il ne pensait pas qu'il allait être capable de jouer un match sur terre en 5-7, j'ai même pas eu, à un moment donné, à faire ce choix-là, puisque ce choix était une évidence. Un changement de dernière minute côté français, un autre quasiment au même moment chez les Américains. Lapidaire, Jim Courier n'est pas surpris d'apprendre le nom du nouveau numéro 2 français. Non, pas du tout surpris. On savait plus ou moins que Gasquet ou Simon étaient les mieux placés au cas où. Donc non, c'est pas du tout une surprise. La surprise américaine en revanche, c'est lui, Ryan Harrison, droitier, 19 ans, qui fera ses grands débuts en Coupe Davis en remplacement de Mardy Fish. Harrison, inconnu au bataillon en Europe, mais tout de même 66e mondial. Côté français, seul Mickaël Liodra a eu l'occasion de l'affronter en tournoi. J'avais joué sur dur, c'est un joueur, comme disait Joe tout à l'heure, jeune, qui arrête pas de progresser depuis quelques temps, donc je dirais un petit pic américain, bon au service, très costaud du fond de cours, il s'appuie sur un bon coup droit, et ouais, c'est un guerrier, c'est pas du premier au dernier point, il est un peu nerveux, je pense qu'il va progresser là-dessus, mais c'est un bon joueur. Si je l'ai choisi, c'est qu'il est l'homme de la situation, affirme Jim Courier. Harrison confirme que la terre battue, c'est un peu toute sa vie. En fait, j'ai grandi sur terre. Dans mon club, en Louisiane, il y avait une douzaine de cours en terre battue. J'ai appris à jouer là-dessus. Je suis assez à l'aise avec les appuis, les glissades. J'aime bien jouer sur cette surface et ça convient bien à mon jeu. Voilà les Français prévenus. Vendredi, pour son baptême du feu, Ryan Harrison affrontera Joe-Wilfried Tsonga devant le public franco-monégasque. Coup dur donc pour les États-Unis qui vont donc devoir se passer de leur numéro 1. Mais ils ont à leur tête un homme qui a du sang-froid, un homme qui a gagné 2 Roland-Garros par le passé, et Jim Courier. Alors Frédéric Hélion est allé observer comment le capitaine américain préparait son équipe. Vous ne connaissez sans doute pas ce joueur au t-shirt blanc, Ryan Harrison, 19 ans, 66e mondial. C'est lui qui aura la lourde tâche de remplacer Mardy Fish en simple. Le jeune joueur a tapé la balle avec John Isner, 11e mondial, l'arme numéro 1 de cette équipe américaine.
Je pense que John est une menace sur toutes les surfaces, même sur terre battue. Il a un jeu ultra offensif avec un service supersonique et un gros coup droit. La terre battue lui donne un peu plus de temps pour préparer ses coups. Il se sent vraiment très à l'aise sur cette surface. Les Américains ont joué leurs 4 dernières confrontations à l'extérieur en Coupe Davis sur terre battue. Ils ont écrasé la Suisse 5-0 au tour précédent sur cette surface. Bien sûr, cette victoire contre la Suisse chez eux nous donne beaucoup de confiance. C'est une équipe excellente avec Roger Federer et Stanislas Wawrinka. Nos gars ont très bien joué et nous devrons jouer aussi bien contre cette équipe de France si nous voulons l'emporter. Ils ont beaucoup de bons joueurs, tous très talentueux, mais au final, c'est presque plus facile de jouer à l'extérieur. Il y a moins de distractions. C'est fantastique, on est heureux de jouer ici sur le Central. C'est un des plus beaux cours du monde. La confrontation contre les Français s'annonce serrée et le point du double pourrait être déterminant. Les Américains possèdent la meilleure paire au monde avec les frères Bryan. Souriants et décontractés, les jumeaux sont toujours très à l'aise sur les cours du Country Club. Ils ont remporté 2 fois le Masters 1000 de Monte-Carlo en 2007 et en 2011. Le tirage au sort de ce quart de finale de la Coupe Davis entre la France et les États-Unis aura lieu jeudi. Les 2 premiers simples se disputeront vendredi, le double samedi. Et si aucune équipe n'a fait la différence d'ici là, les 2 derniers simples se joueront dimanche. La Villa Sauber vient de dévoiler sa toute nouvelle exposition intitulée « Princesse Grace, habillée une image ». Le projet a été porté par les élèves d'une école londonienne, la Central St. Martin's. Ils ont souhaité faire découvrir la Princesse Grace d'une façon plus intimiste à travers des documents d'archives exceptionnels. C'est un reportage de Vanessa Dessy. Passé de l'autre côté de l'écran, Princesse Grace habillée une image, une exposition qui nous plonge dans l'intimité d'une princesse. Née d'un projet étudiant entre une école d'art, Central St. Martin's, le nouveau musée national de Monaco et Pringle of Scotland, la Villa Sauber s'est transformée en un véritable journal intime. Albums photos, films de famille, objets personnels, les étudiants ont pu réunir de nombreuses pièces privées ayant appartenu à la princesse Grace Kelly. Son Altesse royale, la princesse de Hanovre, a été particulièrement sensible à ce projet. La princesse Caroline a été formidable parce que je savais qu'elle était très sensible, je dirais, surtout, et je crois comme toute personne, à ce qui se montre du privé d'une famille, n'est-ce pas? Donc là, elle nous a donné l'autorisation d'avoir accès aux archives audiovisuelles et les gens des archives, Vincent Vatrican nous a aussi donné son accord, les gens du Palais, des archives, Hervé Hérien, Thomas Fouilleron, enfin, tous ces gens nous ont vraiment beaucoup aidés pour avoir accès à ces archives privées. On a eu aussi accès aux albums de photos, ce qui est aussi très très rare. Les étudiants se sont énormément investis dans ce projet. Depuis 2010, Pringle of Scotland, réputé pour ses créations en maille souvent portées par la princesse Grace Kelly, a travaillé avec l'école Central St. Martin's sur la recherche d'archives et de documents, une enquête particulièrement minutieuse. Ce qui m'intéressait, c'était que le projet soit pris en charge complètement par les étudiants de A à Z. Mais je veux dire à la fois choisir les œuvres, bien sûr j'ai fait ça avec Alistair qui est leur professeur, mais c'était vraiment pour moi de conduire un projet de A à Z avec des étudiants parce qu'ils avaient une autre idée de Monaco et de la Princesse Grace, pas celle d'ici. Un autre point de vue, parce qu'ils viennent du monde de la mode en tant qu'étudiants et des archives, ils savaient un petit peu comment conduire ce projet. Cette exposition sert d'inspiration à une collection capsule de mailles qui sera dessinée par les étudiants et présentée à la Villa Sauber en septembre 2012. Princesse Grace, habillée une image, à découvrir jusqu'au 20 mai prochain. La princesse Grace qui créa le Garden Club de Monaco en 1968, elle a toujours eu un grand attrait pour l'art de la composition florale. Alors pour lui rendre hommage, en marge de cette exposition, la direction de l'aménagement urbain a recréé une roseraie dans les jardins de la Villa Sauber. Écoutez Marie-Claude Beau, la directrice du nouveau musée national de Monaco. Ici, on est dans cet endroit qu'ils ont voulu comme une serre. Il faut savoir aussi qu'ils ont travaillé sur l'histoire de cette maison,
Cette maison, pendant un grand moment, a été occupée par un peintre qui s'appelait Sauber, qui était un peintre anglais. C'est un peintre un peu mondain, mais assez extraordinaire, très jolie peinture. Et en fait, ici, dans cette salle-là, c'était d'une vraie serre. C'était un jardin d'hiver, si vous voulez. Et donc, ils ont voulu retrouver cette idée-là, donc en remettant des plantes. Et puis, tout le monde a participé. Là, c'est des objets qui appartiennent aux archives de la princesse. Mais là, par exemple, le Garden Club nous a prêté cette merveilleuse broderie. Ça, c'est une broderie qui avait fait un métier à broder de la princesse Grace. Avec les étudiants, nous avons travaillé aussi avec les gens des jardins de la DO, en fait, de l'aménagement urbain. On a travaillé avec eux pour faire... Le jardin a été aussi fait avec les étudiants. C'est-à-dire, il y a toute une partie des couleurs sur la droite, parce que c'est à l'ombre, qui reprennent les couleurs gris, beige, voilà, de Pringle. De l'autre côté, on a voulu refaire, en hommage à la princesse Grace et à Francis Mélian, un jardin de roses. Comme vous savez, il y avait un jardin de roses là. Et ce jardin qui a été envoyé à Fontvieille parce qu'en fait, il y avait de l'ombre, parce qu'il y a eu des immeubles qui sont construits. Et donc, on a voulu quand même le refaire. Et les jardins ont changé la terre, on fait tout pour qu'on puisse refaire ce jardin. Et au même moment, on a refait un jardin d'agrumes parce que l'histoire de la Villa Sauber, les étudiants avaient retrouvé ça, que c'était avant un jardin d'agrumes. Quand les jardiniers m'ont dit, vous savez, on a obtenu le Green Label pour ça. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est une collaboration et c'est ça qui est formidable. Et je crois que les étudiants ont encore plus boosté le projet, vous voyez, encore plus que ce que nous aurions imaginé. Et c'est toujours intéressant, je crois. Et je vous rappelle donc que cette exposition à la Villa Sauber, Princesse Grace habillée une image, se poursuivra jusqu'au 20 mai. Autre événement culturel, le Printemps des Arts 2012. Le dernier week-end de festivités approche. Il débutera mercredi pour se poursuivre jusqu'à dimanche avec un grand fil rouge, un grand artiste, Anton Bruckner. Marc Monet, le directeur artistique du Printemps des Arts, nous en dit plus. Il est interrogé par José Sacré. 3 symphonies de Bruckner, 3 orchestres différents et évidemment, je pense que ce sont parmi les meilleurs. Donc on aura la Staatskapelle de Dresden, on aura le London Symphony Orchestra et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et puis on aura aussi une soirée que j'apprécie particulièrement car on joue très rarement ces œuvres de Bruckner. C'est le Quatuor et le Quintet, quasiment les seules œuvres de musique de chambre de Bruckner qu'on entendra par un quatuor, un jeune quatuor qui a eu le prix d'Évian cette année, qui est le quatuor Zemlinsky. Magnifique. Et on finira toujours un petit peu en fête, mais avec une pianiste russe, Anastasia Terenkova, qui est une magnifique pianiste russe qui va nous donner un aperçu de la musique russe dans une soirée bling-bling. Voilà. Le bling-bling étant ce que personne ne comprend. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'est le bling-bling, mais en tous les cas, c'est quelque chose d'assez faux. Et on demande au public de venir le plus bling-bling possible, d'un point de vue vestimentaire, même dans l'outrance, puisque de toute façon, c'est une soirée festive qui se finira par une petite fête après le récital. C'est l'un des établissements les plus performants au monde en matière de chirurgie cardiaque. Le centre cardio-thoracique a vu le jour dans les années 80. Il met à la disposition des praticiens un plateau technique qui permet de prendre en charge tout type de pathologies cardiovasculaires et thoraciques, même les plus extrêmes et les plus sévères. Thierry Apparu a rencontré le professeur Gilles Dreyfus, directeur médical du centre cardio-thoracique. C'est un bijou parce que c'est une structure qui a été extrêmement bien pensée. En ce sens que ce n'est pas une structure trop grande. C'est une structure qui a environ une 50aine de lits. Et au-delà, après ça, la gestion devient plus compliquée. Vous devez déléguer. C'est une structure qui est hyper équipée en matériel les plus sophistiqués, les plus modernes. Les scanners, on en est au 5e ou 6e génération. C'est-à-dire des scanners à 128 barrettes, très rapides. On peut faire des scanners coronaires, de dépistage d'anémie coronaire. Vous restez 3 minutes dans la machine et vous avez une acquisition mais qui est stupéfiante en qualité. Des résonances magnétiques nucléaires, des échographies tridimensionnelles. Si quelqu'un arrive ici à 5 h de l'après-midi avec une douleur thoracique, par exemple, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Jamais eu d'antécédent. Nous, on peut ici, en 2 heures de temps,
lui faire tous les examens, mais vous m'entendez, tous les examens possibles et imaginables sur la Terre, et que ce soit à 5 h du soir, à 9 h du soir, à minuit ou à 7 h du matin. Cet entretien avec le professeur Gilles Dreyfus est extrait d'une longue rencontre que vous pourrez découvrir sur Monaco Info mercredi après le journal de 19 h. Autre rendez-vous, l'émission Face à la presse en direct sur Radio Monaco. Jean-François Robillon, le président du Conseil national, sera interrogé jeudi à partir de 8 h par les rédactions de Radio Monaco, Monaco Matin et Monaco Info. Vous pourrez revivre les grands moments de cette émission ensuite dans Monaco Matin et sur Monaco Info. Ce journal touche à sa fin. Avant de le refermer, nous allons découvrir les cartes météo pour les prochains jours. Mercredi, poursuite de la dégradation du temps, nuages laissant peu de place au soleil, pluie par intermittent, généralement faible, température acceptable, peu de vent au programme. Jeudi, léger mieux, diminution de la menace de pluie, mais le ciel sera cependant encore incertain, en grande partie nuageux, température proche des normales saisonnières. Vendredi, nuages, risque d'averses et un peu de soleil sans réchauffement général. Samedi, des nuages par moments encore menaçants et quelques éclaircies. Les températures resteront peu élevées, comprises entre 11 degrés le matin et 16 degrés au meilleur moment de la journée. Voilà pour les prévisions météo. Dans un instant, la suite des programmes sur Monaco Info. José Sacré vous présentera les sorties cinéma de la semaine.